Un compte personnel de formation il y a 1 an et demi, demain un compte personnel d'activité, c'est-à-dire un droit nouveau pour chacun des actifs. En même temps, quand on crée un droit individuel, on sait bien qu'il y a une question autour de l'accompagnement pour faire valoir ce droit. J'ai envie de vous demander à chacune, j'ai une question particulière à chacune d'entre vous. Karine Seller, vous êtes directrice du pôle politique de formation de Sémaphore. Comment, et vous avez réfléchi particulièrement sur ce sujet, comment en termes d'accompagnement, selon vous, on peut peut-être aller au-devant des gens pour que ce droit puisse être réellement exercé? Oui, effectivement. Alors, le droit à l'accompagnement existe déjà en partie. Il a été créé après la loi de 2014, le Conseil en évolution professionnelle, qui ouvre la possibilité aux actifs, à toute personne qui le souhaite, d'avoir un conseil auprès d'un certain nombre d'acteurs qui ont été agréés à ce titre pour les conseiller sur leur parcours professionnel. Malheureusement, c'est un vrai acquis. Malheureusement, ce droit reste encore peu connu des personnes. Et surtout, la question qui peut se poser, c'est finalement, quand on est face à une situation de transition, on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Et puis aussi, l'un des enjeux sans doute de l'accompagnement dans le cadre du CPA, c'est pas simplement de se retrouver, d'avoir un droit à un conseil au moment où finalement on est dans une situation de rupture, mais c'est de pouvoir anticiper les transitions professionnelles pour faire en sorte qu'elles soient finalement pas simplement liées à de la rupture ou à des moments difficiles, de difficultés, mais qu'elles puissent être anticipées, pensées de façon positive. C'est toute la différence entre finalement la mobilité qui est imposée par un licenciement économique ou des licenciements ou des mobilités qui sont au contraire choisies et qui sont anticipées. Et pour faire ça, il faudrait que ce droit soit véritablement connu. Moi, je crois profondément que en la matière, il est important que ce soit pas simplement les personnes qui fassent la démarche d'aller vers l'accompagnement. Encore faut-il savoir à qui s'adresser, avoir tous les ressorts aussi, toutes les compréhensions du système. On sait que les personnes qui ont sans doute le plus besoin d'accompagnement, ce sont aussi des personnes que le changement inquiète, que la rupture inquiète. Vous dites que tous les actifs ne sont pas égaux par rapport aux transitions ? Exactement, ils ne sont pas égaux. Et finalement, recours à l'accompagnement des publics ou des personnes qui se repèrent bien dans le système, entre guillemets, qui ont les clés de compréhension aussi et d'anticipation de leur avenir. Et les gens qui sont parfois ceux qui ont plus besoin de cet accompagnement, non seulement ne savent pas se repérer forcément dans le système, mais en plus, le changement inquiète. Et donc, on peut parfois tendance à attendre ou à ne pas lever la main, ou en tout cas ne pas faire de démarche positive. Et donc, si on veut véritablement faciliter les transitions, accompagner les personnes, les doter de droits, il faut sans doute raisonner de façon différente, comme le fait l'assurance maladie. L'assurance maladie, elle raisonne de plus en plus en prévention du risque, et donc elle va adresser un certain nombre de populations qui sont identifiées comme des populations cibles, enfin, pour lesquelles un enjeu de dépistage ou de prévention est importante. Elle va adresser par exemple à tous les enfants, enfin à leurs parents bien entendu, mais les enfants qui ont 7 ans, qui arrivent à l'âge de 7 ans, un courrier pour les inviter à faire un dépistage bucco-dentaire. Toutes les femmes qui ont 40 ans, leur envoyer un courrier pour faire un dépistage, une mammographie du cancer du sein. Et là, l'accompagnement, l'acte de prévention rentre chez les gens, donne les clés de compréhension, fournit finalement les clés, c'est ça, en fait, l'institution auquel il faut s'adresser donne un peu les clés pour permettre. Et donc, on pourrait faire la même chose en matière d'accompagnement, envoyer un courrier. Et ce courrier vaudrait bon pour, mais les gens iraient où après, derrière ? Exactement. L'idée, c'est d'abord banaliser, entre guillemets, cette phase de transition. Il vaudrait bon pour. Il donnerait les adresses des acteurs susceptibles de conseiller les personnes et rendrait finalement cette transition sans doute moins inquiétante et fournirait justement les clés de compréhension pour les personnes. Mais si je veux aller un petit peu plus loin, vous pensez vraiment que les termes accompagnement, transition, ça parle à tout le monde ? Alors, effectivement, c'est aussi un des sujets, c'est que tout ça paraît finalement compliqué, institutionnel, voire un peu technocratique en fait. On pourrait se poser la question de savoir si aujourd'hui un cadre dirigeant, il a besoin de conseils, d'accompagnement, il va avoir recours à un coach. Est-ce qu'on ne pourrait pas démocratiser cette idée d'un coach ? Est-ce que finalement les personnes dans les phases de transition, elles ne pourraient pas bénéficier d'un coach ? Et ça, c'est sans doute quelque chose qui symbolise bien cette idée que finalement c'est mon coach, c'est mon problème, c'est ma situation, c'est mes enjeux, c'est mon projet. Et le coach, il est là pour répondre à ma problématique et pas dans une réponse très institutionnelle, technocratique. C'est vraiment mon sujet,
mon projet et mon coach qui l'accompagne. Et le coach contient en soi le terme de perso, à moi, pour Voilà, pour que je progresse, pour que j'évolue. Exactement, cette idée de l'individualisation dont on parle en matière de politique publique, mais qui ne s'incarne pas pour les gens, alors que le terme Donc de un coach... bon pour coach qui arrive chez les personnes. Exactement. D'accord. Merci Karine. Pascal Dartois, vous êtes directrice générale de l'OPCA du travail temporaire. On parle souvent, alors en matière de formation, en matière de parcours, on emploie un terme très très pudique, ce qui est les freins périphériques à la formation, enfin bref, ou à l'emploi, c'est-à-dire ce qui empêche de. Vous avez beaucoup réfléchi, vous, sur le travail temporaire et dans le cadre de votre OPCA, à ce que vous appelez un bouquet de services. Alors c'est à la fois très joli et à la fois on a besoin que vous illustriez ce que pourrait être ce bouquet de services dans le cadre du CPA demain. D'accord. Donc oui, nous, OPCA du travail temporaire, donc ça fait de nombreuses années qu'on réfléchit évidemment au parcours, puisque les intérimaires ont des succès, des périodes d'activité, des périodes de non-activité. Donc sécurisation par la qualification, par l'accompagnement du projet professionnel. Et puis on s'est intéressé à un petit outil à côté de nous, enfin petit mais grand, par les services qu'il propose. Un outil qui travaille pour le travail temporaire, qui est un opérateur du travail temporaire, mais avec lequel nous travaillions en silo, et qui produisait des services qui permettaient de faciliter la vie quotidienne de l'intérimaire. Ce que nous avons essayé de faire depuis 2 ans et demi maintenant, et vraiment mis à disposition d'une ingénierie complexe, mais agile pour les publics, c'est d'accompagner le parcours professionnel de façon concomitante à la levée des freins périphériques. Alors, lever les freins périphériques, c'est quoi En fait, c'est tout ce qui pourrait freiner une reprise d'emploi ou l'accès à l'emploi. Ça veut dire, j'ai une voiture en panne, je trouve quelqu'un qui me la répare, parce qu'on a lancé un appel d'offres avec des garages solidaires, donc le FAST, Fonds d'action sociale travail temporaire, prend en charge. C'est, j'ai une mission pour 18 mois demain, mais j'ai 2 enfants en bas âge et je ne peux pas les faire garder. On trouve une solution dans l'urgence pour avoir une première nounou qui vient à la maison peut-être, et après trouver une place en crèche, parce que pour les intérimaires, trouver une place en crèche, c'est très compliqué. J'ai besoin d'accès au logement, donc le FAST se porte garant, une garantie locative. J'ai des problématiques avec mes enfants ou des problèmes de santé, je peux avoir recours à un réseau de 50 assistantes sociales, etc., etc., etc. Ce qui est très, très prégnant dans l'agilité du FAST et en fait de l'ingénierie commune et du bouquet de services que nous avons mis en place, c'est un guichet commun de services, qui ne veut pas dire guichet unique. Nous sommes bien des structures différentes, mais notre ingénierie est construite en intégration de services. Et plus, je pense que c'est un peu dépassé comme ensemblier de services, c'est-à-dire qu'on met bout à bout, mais finalement la temporalité des acteurs n'est pas la même, donc finalement on n'arrive pas vraiment à faire coïncider les services aux besoins des personnes. Et puis, on a surtout réfléchi à ne pas être un guichet unique au même endroit, au même moment, mais nous sommes en valorisation réciproque de nos offres, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un intérimaire s'adresse à l'un ou à l'autre des opérateurs, il a la totalité des services dont il peut avoir besoin. Vous démultipliez comme ça les services d'une certaine façon. Tout à fait. Tous les services sont à disposition de chacun de ceux qui contribuent. Voilà. Et puis surtout, alors c'est ça. Et puis une autre démarche d'action qui est vraiment très importante, c'est que nous laissions les intérimaires venir à nous. Or, un intérimaire, s'il ne connaît, vous voyez, le FAFTT, déjà c'est... ce que nous faisons de plus en plus, c'est de venir au devant et être dans une politique de prévention. C'est donc la même problématique. Voilà, exactement. C'est de venir au devant de la problématique. C'est-à-dire que la personne va être informée à partir du moment où elle rentre dans un dispositif qualifiant de formation. Et là, on va évidemment être présent à tous les moments du parcours. On l'informe, même si elle n'est pas en panne de voiture le jour J. Dans 6 mois, elle pourrait être en panne de voiture. Et effectivement, elle pensera que quelqu'un est là pour elle. Et ce quelqu'un, c'est un conseiller. Et depuis que nous sommes devenus opérateurs du CEP, évidemment du conseiller en évolution professionnelle, ça nous a évidemment amené à une autre dimension. Puisque là, le conseiller, c'est un monsieur, une dame, un coach qui est là pour vous et qui sera toujours là. Et ce coach, il concentre en fait toute l'information. Et je peux en avoir, j'en ai pas forcément besoin tout de suite, mais je peux en avoir besoin dans 3 mois, dans 6 mois. Et je sais que je peux avoir recours à des droits parce que j'ai entendu, alors je les ai pas bien calculés, je sais pas à quoi j'ai droit. Mais je sais qu'il sera là pour me dire comment je peux tirer la ficelle pour me sortir de ma problématique de garde d'enfants, de ma problématique de voiture, de ma problématique de logement. On est encore quand même dans un pays où, et ça m'est arrivé la semaine dernière, un couple d'intérimaires n'avait plus de logement et dormait dans leur voiture avec 2 enfants. Nous sommes intervenus en 48 heures en urgence. Voilà, c'est ça. Mais ça demande un sacré professionnalisme pour vos conseillers. C'est un nouveau métier. C'est un métier nouveau. C'est pour ça qu'il faut des interlocuteurs très spécialisés. Le FAST intervient, et c'est ça l'agilité. Je crois que c'est là la démarche nouvelle, peut-être qu'on peut
mettre en avant dans le cadre du CPA. Je crois qu'il ne faut pas essayer de faire ce qui existe déjà. Des opérateurs fonctionnent très bien, il y a dans le secteur public, dans le secteur privé, il y a un secteur associatif aussi qui bouge beaucoup. Je crois qu'il faut faire un appel d'offres avec une maîtrise d'ouvrage qui permettent de savoir ce dont on a besoin comme service, être agile à les mettre en œuvre, à les modifier en fonction des besoins qui apparaissent, nouveaux, anciens, et de travailler de cette manière-là permet effectivement de renouveler l'offre de service et d'être toujours en fait en capacité de trouver la petite chose auquel on n'aurait pas pensé et qui intervient parce que les freins des personnes évoluent aussi. Je vous remercie toutes les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce compte personnel d'activité, on est là dans l'objectif, pierre après pierre, de construire une vraie sécurité pour les personnes. Et on a là 2 enjeux essentiels, la prévention, l'accompagnement et les freins, les fameux freins qui font qu'il y a ces ruptures qu'on peut là aussi prévenir avec ce type d'outils. Merci beaucoup. Je vous en prie.